pour la présentation. Donc, n'hésitez pas à me faire signe, à me couper, à me poser vos questions. On n'est pas nombreux, donc on peut se le permettre. Et puis, ceux qui arriveront en cours de route, ils arriveront, c'est pas très grave. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me couper, en tout cas. C'est pas un souci. Hop, donc construire sa stratégie de contenu en 6 étapes. L'idée comme c'est votre premier café live, à chaque fois les cafés live, c'est vraiment des plans d'action. Donc il y a un guide PDF à chaque fois et le live, donc c'est vraiment la version commentée du guide. Même si on ne va pas le balayer, je ne vais pas prendre le guide et le balayer page par page parce que ce serait trop long. Mais par contre, j'ai repris l'essentiel. Je sais là où il va y avoir le plus de travail et je sais où il peut y avoir le plus de difficultés. Donc, l'idée, c'est à ce moment-là d'appuyer un peu là-dessus au travers de ce café live. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, petite présentation. Donc, en fait, je suis une ancienne consultante marketing digital où j'accompagne les entreprises. Et aussi, j'étais community manager pour l'Office de tourisme du Dévoluy, donc une station de ski basée dans les Hautes-Alpes. Et où j'ai été beaucoup en relation avec les hébergeurs touristiques. Et en fait, j'ai fait le constat que pour beaucoup, ils s'appuyaient uniquement sur l'office de tourisme pour être visibles, alors qu'eux-mêmes avaient leur propre carte à jouer. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin peut-être d'accompagnement, de formation, etc. C'est comme ça que j'ai décidé de vraiment m'orienter sur ce créneau-là, sur les hébergeurs et loueurs touristes et loueurs saisonniers. Et avec un credo qui est particulier, c'est de se dire, pour gagner en visibilité, c'est pas d'être dans le moi-je, j'ai tel logement, c'est plutôt de dire je vais vous faire découvrir ma région avant tout, parce que c'est quand même la première chose que les voyageurs recherchent, c'est une destination. Et parce que j'ai fait des bons contenus où je présente bien ma région, j'ai donné envie, j'ai présenté des activités, la personne, quand elle va chercher un logement, elle va dire mais en fait, la personne, je l'ai déjà trouvé parce que c'est celui que je suis depuis un moment, qui me partage sa région et qui en plus a un super logement à me proposer. Donc, c'est de faire d'une pierre deux coups. L'idée, c'est un peu ça avec ma vision du rôle de l'hébergeur touristique sur les réseaux sociaux notamment. Donc là, le workbook que je vous ai donné, donc j'ai mis le lien dans l'onglet de conversation pour ceux qui ne l'ont pas téléchargé. Donc c'est un PDF remplissable, donc alors, il y a des zones d'exercice où vous pouvez directement le remplir, comme ça vous évite de l'imprimer et comme ça vous le gardez tout le temps et vous revenez quand vous voulez dessus. L'idée, c'est vraiment de revenir dessus régulièrement. C'est comme ça que je conçois à chaque fois mes workbooks. C'est que vous les réécriviez, notamment le tout premier, par exemple, où c'est vraiment des axes stratégiques à mettre en place. L'idée, c'est que justement, comme vous ne l'avez pas imprimé, vous pouvez revenir dessus et puis le corriger, l'améliorer, etc. Alors, 6 étapes. Donc, par où on va commencer? C'est définir d'abord son objectif principal pour sa stratégie. Ensuite, c'est valider sa cible. Parce que vous verrez que j'ai vraiment un positionnement où, pour moi, il est vraiment important d'avoir une cible spécifique. Ensuite, se dire, par rapport à cette cible spécifique, quel type de contenu je vais lui proposer. Et puis, les 3 derniers, c'est plutôt là de la méthode. Donc, c'est établir son planning de publication, penser au recyclage de contenu et mettre en place la méthode du batching pour arriver à maintenir une certaine régularité. Parce que la régularité, notamment en termes de contenu, c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est qu'on ne peut pas créer des contenus à fond pendant un mois et puis en fait abandonner et puis revenir 6 mois plus tard. C'est en fait de disparaître comme ça, à un moment donné, ça ne marchera pas, notamment en termes de référencement naturel. Lucienne, j'ai Alors, peut-être un problème, mais je suis toujours sur la première page, mais j'ai peut-être un problème de réseau chez moi. ah mince, parce qu'effectivement, je Toujours à qui les suis-je? défile. Ah ouais, non, Ah oui, moi Ah, aussi, ouais. toi aussi, Bastien? Oui, moi aussi, ouais. Ah mince, pourtant, je vais faire une pause sur le partage et je reviens. Hop, je vais remettre le partage. Hop, là, vous voyez mon écran? ouais, là, on voit ton écran. Hop, et là, je suis revenue en présentation. Je suis toujours sur ouais, là, c'est bon, étape 1. Étape 1, oui. C'est bon pour tout le monde? Oui. Yes. Ok, super, merci. Donc, étape 1, définir l'objectif de votre stratégie de contenu.
il y a 3 phases qui sont vraiment importantes quand on veut connaître et comprendre des objectifs. C'est-à-dire que quand on démarre notamment, on ne peut pas arriver et dire moi je veux tout de suite avoir des réservations, alors qu'en fait, c'est un objectif bien sûr à court, moyen terme, mais on ne peut pas arriver et espérer se dire je suis inconnu du bataillon, personne ne m'a jamais vu, et bim, ça y est, tout le monde va réserver chez moi. Alors qu'il y a quand même toute une phase d'acquisition et de visibilité qui est importante d'avoir en amont. C'est ça qui prend quand même le plus de temps et qui finalement est une stratégie à long terme. Et la phase de conversion, elle vient au bout d'un certain temps. Donc, juste j'ai mis 1, 2, 5, non, 1, 2, 3. C'est gagner en visibilité et ensuite augmenter sa notoriété. Donc, juste petit rappel pour ceux qui font encore beaucoup l'amalgame. La visibilité, c'est simplement je me fais connaître. J'espère je me fais connaître et les gens savent que j'existe sur le marché. Et la notoriété, c'est je suis reconnue. On fait bien attention à la distinction, c'est je suis reconnue, on sait parler de moi et on n'a pas entendu parler de moi et donc je suis connue et reconnue. Donc, c'est pas la même chose. Et notamment, on Par contre, travaille sa on est bloqué notoriété. toujours sur étape 1, Yann. C'est vrai, Sur définir l'objectif principal. mais c'est Donc, en fait, fou ça. quand tu tournes tes. Enfin, en tout Les cas, chez slides, moi. elles n'avancent plus. Eh bien, je vais le faire autrement alors. Hop, Sinon, on je reste vous... en écran, ouais, enfin, en partage, mais sans être en plein Non, mais écran, même, je peut-être. vais ouvrir tout simplement, je l'ai en PDF. Je vais ouvrir le PDF, ce sera plus simple. Hop. Là. Vous voyez le PDF là ou pas du tout? Non. Non, c'est Non. normal parce que ça, je sais pourquoi. J'ai l'écran et le PDF. Là. Là, vous voyez le PDF normalement. Oui. Ouais, on va faire comme ça. Ce sera plus simple. Désolée, hein, c'est bizarre parce que d'habitude, ça marche nickel et hop. OK. Normalement, on est bon. Tac, tac. Voilà, j'en étais juste là. Donc, je disais, oui, là, c'est bon, vous voyez, hein, Oui. connaître et comprendre les objectifs. OK. Donc, je disais, attention, visibilité, c'est vraiment l'objectif numéro 1 quand on démarre sa stratégie de marketing digital. Ensuite, on espère gagner en notoriété, mais pour gagner en notoriété, l'idée, c'est de développer en fait son réseau, trouver des relais d'influence qui vont justement nous aider à nous faire connaître. La phase de conversion, c'est quand je génère ce qu'on appelle des leads qualifiés, hein, donc des premiers contacts. Ce n'est pas forcément tout de suite des réservations, mais ça peut être des personnes qui remplissent le formulaire de contact ou qui nous passent un coup de fil pour avoir plus d'infos. Et troisième étape, c'est la fidélisation. Donc, c'est fidéliser sa clientèle, mais c'est aussi améliorer son offre grâce à sa clientèle notamment. C'est-à-dire que faire simplement écouter ce que la clientèle nous fait comme retour pour améliorer notre offre notamment. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore ça, c'est ce qu'on appelle le tunnel de vente suivant le modèle AIDA. Donc, en fait, c'est-à-dire que quand je construis ma stratégie, l'objectif, c'est d'abord d'attirer l'attention. C'est le but avec la visibilité. Donc, attirer l'attention du plus grand nombre, qu'il soit futur client ou pas encore futur client. Tout le monde ne sera pas client, ça, il faut bien l'avoir en tête. Susciter ensuite l'intérêt auprès de ma cible principale, c'est-à-dire qu'on peut tout de suite avoir l'entonnoir en tête. C'est que je vais vouloir attirer l'attention du plus grand nombre et dans ce plus grand nombre, il y a mon cœur de cible. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette cible-là. Donc, je vais essayer de susciter son intérêt avec des contenus qui lui sont adressés. Et grâce à ces contenus, c'est que je vais créer le désir auprès de cette cible spécifique et je vais donc faire en sorte qu'elle ait envie de venir séjourner chez moi, qu'elle ait envie de venir au moins découvrir la destination et donc séjourner chez moi aussi par la suite. Et en faisant ensuite donc passer à l'action via une demande de contact ou une demande de devis, une demande de réservation. Ça, c'est vraiment le tunnel de vente, on va dire, un peu standard. Et donc, dans le guide, à cette étape, je vous demande de définir 10 mots-clés sur lesquels vous allez baser votre stratégie de contenu. 10 mots-clés principaux, alors je le détaille un peu plus dans le guide PDF.
10 mots-clés principaux, c'est vraiment les thématiques phares, les sujets sur lesquels vous voulez vraiment être identifié. Et par exemple, si je prends le cas de Romain, qui s'est positionné sur des maisons à louer jusqu'à 15 personnes pour pouvoir faire venir toute sa famille, faire venir des entreprises qui ont envie de faire des workshops ou des amis qui ont envie de se retrouver, ou etc. C'est sur ces mots-clés-là qu'il faut se positionner. Et c'est ces mots-clés-là qu'on va travailler sans arrêt sur sa stratégie de contenu. C'est-à-dire que ce sont des thèmes, en fait. Grosso modo, ce sont des thèmes. Ensuite, un autre exercice à réaliser dans le guide, c'est définir ce que j'appelle un bonus attractif, ou en marketing, on appelle ça un lead magnet, donc un aimant à prospect ou un aimant à vacancier dans notre cas, quelque chose qui va vous permettre de collecter des coordonnées. En général, sur un hébergement touristique, on peut facilement imaginer que le bonus attractif, ça peut être un service offert comme le petit déjeuner offert, des choses comme ça, une remise pour la première réservation ou une remise pour la réservation suivante. Voilà, tout ça, c'est souvent des petits bonus que vous voyez quand vous arrivez sur un site web où il y a, si vous inscrivez à une newsletter, par exemple, vous aurez moins 15% sur votre première réservation. Ça, c'est en tant qu'hébergeur, ça peut être des bonus qui sont très simples à mettre en place. C'est pas forcément un e-book à télécharger, ou c'est pas forcément un live ou des choses comme ça. Pour autant, on pourrait imaginer qu'un bonus pour un hébergeur serait, pourquoi pas, une liste PDF, soit une checklist des choses à pas oublier quand on vient dans la région, ou voilà, des checklists, ça marche bien aussi. Les gens aiment bien, surtout quand ils sont en préparation de voyage, ça peut être vraiment pas mal. Ou l'inventaire aussi, tiens, qu'est-ce qu'on trouve chez moi, voilà, toute la checklist et ce qui vous reste à apporter, par exemple, pourquoi pas. L'idée avec ce type de bonus, c'est de vraiment arriver à capter de la donnée, et notamment une adresse email, pour ensuite pouvoir lancer une newsletter de manière régulière. Mais ça, c'est encore l'étape suivante. Des questions jusqu'à présent? Pour l'instant, Non, ça ça va. va? Non. Et toi, tu dis la newsletter, ça arrive en... Enfin, il n'y a pas de timing, mais sous quel ordre de grandeur de temps Pour un hébergeur, moi, je dirais 1 fois par Ouais. mois. En fait, Alors, je une fois dirais... par mois, mais tu la mettras en place dès le début? C'est-à-dire que moi, là, je viens de commencer un peu Insta. Ouais. J'essaie d'abord, effectivement, de travailler l'efficacité, la noto, et puis même déjà prendre les bons réflexes, affiner ta tonalité, un peu ta voix, enfin, voilà, ton ADN sur les réseaux. À Ouais. partir de quand, et effectivement, après, c'est une notion de temps, hein, mais à partir de quand je me rajoute une newsletter dans le Alors, en fait, pipe je dirais selon pas à quoi, partir de quand, c'est surtout en fonction de ce que tu veux y mettre dedans et si tu as la matière pour la mettre dedans. Dans ton cas, tu as la phase de travaux là encore. Ouais. Ça peut tout à fait rentrer, mais ça peut aussi être le moment en amont du lancement. En fait, l'idée, c'est que tu n'attendes pas le lancement pour lancer. Grosso modo, ce serait ça. Ouais. Alors, moi, pour me lancer, non, mais, enfin, notamment pour te lancer en com, en auto, etc. Ce que je savais pas, c'est si en plus je me rajoutais une newsletter qui, effectivement, dans la phase actuelle, je sais même pas par où je la ferais rentrer en termes de temps, mais après, voilà, c'est pour savoir le degré d'indispensabilité, d'importance de. Alors, 1 fois par mois, quand tu n'as pas lancé ton activité, il n'est peut-être pas obligatoire. Ça peut être 1 fois tous les 2 mois. Mais par contre, ça peut être en termes de contenu sur l'avancée des travaux, mais aussi commencer à partager tes futures offres ou en tout cas partager les services que tu vas mettre en place. Ou si tu as des partenariats, commencer à dire tiens, j'ai fait rentrer tel partenaire, j'ai fait rentrer telle chose, etc. Communiquer sur tout ce que tu amènes dans ton projet, en fait. Ça peut être intéressant. Yes. Ça peut être intéressant. Sans parler tout de suite de réservation, c'est simplement de dire je suis en train de construire et regardez tout ce que je suis en train de mettre à l'intérieur de mon offre, quoi. Ça peut être intéressant, Tu les mets à mon un avis. peu en early adopters. C'est ça. Tu les mets avec toi dans l'aventure, quoi. C'est ça. Et pourquoi pas, justement, ceux qui t'ont suivi dès le départ, les premiers, leur dire soyez les premiers à tester et du coup, remise de lancement, quoi. Offre de lancement, tout simplement. Étape numéro 2, une fois qu'on a défini donc l'objectif, vous l'avez compris, hein, pour moi, le premier, c'est être visible et du coup, commencer à dire je parle de moi.
et du coup, je définis les 10 mots-clés sur lesquels j'ai envie d'être étiquetée, en fait, d'être positionnée. Ça peut être, donc dans ton cas, Romain, on a pris l'exemple, tout ce qui est gîte pour 15 personnes, kids friendly, friends, enfin voilà, le côté vraiment tribu aussi, et le côté entreprise. Avec cette notion aussi de distance, parce que toi, tu as fait vraiment le choix de dire dans ton positionnement, c'est à 2 heures seulement de Paris. Ça fait partie aussi de tes mots-clés. Carrément. Voilà, cadre de villégiature, se mettre au vert à 2 heures de Paris, des choses comme ça. L'étape numéro 2, on revient justement un peu à ce qu'on est en train de dire, c'est valider qui est votre client voyageur idéal. C'est-à-dire que évidemment, tout hébergeur voudrait dire: «Je veux toucher tout le monde». Sauf qu'à vouloir toucher tout le monde, en fait, finalement, on finit généralement par toucher personne parce que personne ne se sent concerné. Et puis, en fait, c'est pas parce que vous positionnez sur une niche, sur une clientèle bien spécifique, que finalement vous perdez tous les autres. Les autres vont quand même pour autant voir vos contenus. Après, ils ont envie ou ils n'ont pas envie. C'est peut-être pas la cible principale, mais ça ne les empêche pas de venir de toute façon se renseigner et pourquoi pas réserver pour autant, même si c'est pas la cible principale. Donc, le client idéal, donc je disais, choisir une clientèle spécifique, ça vous sert à quoi? C'est pour qu'en fait, pouvoir vous adresser à chaque fois à cette clientèle précise qui va se reconnaître en fait dans vos contenus. Si on veut avoir de l'engagement, donc l'engagement notamment sur les réseaux sociaux, c'est avoir des j'aime, des commentaires surtout, des partages, c'est de se dire, elle se sent concernée, on lui pose des questions et comme en fait c'est la bonne cible, elle sera plus à même peut-être de partager son expérience, de partager son retour, etc. Donc, le fait d'avoir une clientèle spécifique fait que quand vous posez une question à votre audience, elle se sent concernée, donc elle va plus facilement vous répondre. L'étape 2, quand on travaille sa clientèle idéale, c'est de réfléchir ou de questionner sur les difficultés qu'elles rencontrent lors des voyages. C'est-à-dire, je prends l'exemple donc des familles, quelles sont ces douleurs quand elles préparent un voyage en famille? Toi, Romain, tu as 3 enfants, je pense que de Moi, je suis toi-même, bien dans la cible. tu sais répondre aux questions, mais en plus de ça, il y a une question d'âge d'enfant. Mais, quelles sont les difficultés? C'est, sans compter, déjà, est-ce que, le logement est équipé comme il faut? Est-ce que, en termes de parking, je suis pas obligée de me garer à 300 mètres du logement? Est-ce qu'il y aura des activités pour tout le monde? Est-ce que, voilà, donc toutes les difficultés qu'on rencontre quand on prépare un voyage en famille avec, 3 enfants, par exemple. Donc ça, parce que toi, par exemple, Romain, tu l'as rencontré, tu connais ces difficultés, tu auras pas de mal en plus à les partager et à faire en sorte que les gens se reconnaissent et donc d'expliquer avec tes contenus comment tu arrives à répondre, à Mmh. résoudre ces difficultés. Ensuite, pensez aussi au type de séjour idéal que votre client recherche. Quelles sont les activités qu'il rêve de pratiquer ou découvrir? Quelles sont les activités que chaque membre de la famille peut découvrir aussi? C'est-à-dire que tiens, je pars en vacances, j'ai un bébé de 18 mois, bon, plutôt que de croire que je peux rien faire avec mon bébé de 18 mois, peut-être qu'en fait non, il y a plein d'activités qui sont proposées sur la destination, qui sont adaptées. Par exemple, il y a peut-être, là où je travaillais, il y avait, des ateliers pour de baby gym. Il y avait des ateliers de massage pour bébé, des choses comme ça. Donc vraiment quelque chose qui était lié parents-enfants. Donc ça, tout le monde peut trouver et c'est à vous d'essayer de rassurer la personne en se disant: «Il y a des activités pour tous les membres de la famille qui viennent, séjourner ici». Donc je disais aussi, rassurer sur tout ce qui est, équipement et services, c'est-à-dire que, un groupe d'amis qui vient ne recherche pas les mêmes services et les mêmes équipements qu'une famille qui vient avec 3 enfants. Donc quelles sont les petites attentions qu'ils apprécient lorsqu'ils voyagent? Tout simplement, par exemple, la mise en place, la possibilité d'avoir un lit parapluie, un lit pour bébé, la chaise haute, des choses comme ça. Ça c'est quand on accueille une famille, c'est des équipements basiques. Pour les amis, ça peut être, un grand écran, home cinéma, enfin j'exagère, mais espace de jeu, salle de jeu, des choses comme ça. La piscine aussi, ça c'est famille et amis, ça c'est un peu tout le monde. Point numéro 5 à savoir quand on identifie son client idéal, c'est donc qui fait partie du groupe de voyageurs? Est-ce que c'est que des familles? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est des couples? Est-ce que c'est des retraités qui se font un petit, séjour entre eux?
Est-ce que c'est dans le cadre d'un atelier ou d'un stage professionnel qui seront les participants, etc. Donc, bien connaître la constitution du groupe fait que vous allez pouvoir aussi vous adresser à chaque membre du groupe, dire qu'il y a une réponse pour tout le monde. C'est vraiment important. Et point à connaître aussi que, par rapport à votre clientèle idéale, c'est de se dire, ces personnes-là, elles ont tendance à préparer leur séjour à quel moment? Sur quel délai? Est-ce qu'on prépare 6 mois à l'avance? Est-ce que c'est seulement quelques semaines? Ou est-ce qu'on est complètement à l'arrache et c'est à la dernière minute? Ça, c'est important à le savoir parce que ça va jouer sur le délai de publication de vos contenus, en fait. Parce que ça ne sert à rien de poster quelque chose 6 mois à l'avance par rapport à la grande période de vacances. Si, en fait, les personnes, votre cible, c'est plutôt quelques semaines avant. Donc, ils risquent de passer à côté du contenu, en fait. Donc, attention aussi à bien connaître cette information-là. Ça n'empêche pas que, de toute façon, à l'année, vous allez communiquer, mais il y a des périodes où vous allez communiquer plus fortement parce que vous savez que c'est pile là dans la phase de préparation du séjour. Je donne un exemple pour quelqu'un qui aurait préparé une semaine de vacances de Noël au ski, typiquement. Ça s'est déjà organisé à partir de septembre. Ça ne s'est pas fait avant, en général, mais on est Toussaint, c'est bouclé. Ça, je le sais parce que j'ai travaillé en office de tourisme, donc je connais les périodes de réservation les plus fortes. Mais grosso modo, voilà. Donc, en tant qu'hébergeur en station de ski, septembre-octobre, c'est là où j'aurais mis toutes les campagnes de publicité ou en tout cas un max de contenu pour faire rêver ma clientèle. Même si on se dit, mais pourtant, on sort à peine de l'été, on a eu un bel été indien, est-ce que les gens ont envie de voir? Alors, il y en a qui n'ont pas forcément envie de voir tout de suite de la neige, mais pour autant, qu'on les invite à réfléchir à leur prochain Noël en famille, leur prochain séjour au ski, ils ne sont pas contre. Des questions là-dessus, sur ces différents éléments à connaître de son client idéal? Non, ça va. Ok, Non, mais Bastien, c'est très clair. en sachant que la question qu'on me pose souvent, c'est comment je fais pour savoir ça? Alors, soit vous avez déjà lancé votre activité et du coup, votre client idéal, ça peut être un client type que vous avez reçu et que vous aimeriez que ce soit ce genre de client que vous receviez à chaque fois. Donc là, vous connaissez vous avez pu discuter avec cette personne. Ça peut être aussi en faisant tout simplement des sondages auprès de votre communauté sur Instagram ou sur vos réseaux sociaux. Et sinon, en faisant tout simplement des vraies enquêtes. Mais là, ça prend beaucoup plus de temps. C'est un peu plus compliqué parce que les gens n'ont pas forcément le temps d'y répondre. Mais pour autant, vous pouvez essayer. Et aussi des groupes Facebook. Aller dans des groupes Facebook de personnes, non pas pour y faire votre promo, mais juste simplement pour aller poser des questions et lire les réponses ou lire un peu les commentaires qui sont postés sur les les, sur les groupes. Et aussi, dernier point important que les gens ne pensent pas, c'est d'aller voir votre office de tourisme. Vraiment, l'office de tourisme, c'est un partenaire qui a de la data, qui réalise régulièrement des sondages, qui paye des outils d'études de marché et qui fait ce travail depuis de nombreuses années. Donc, en fait, quand je vous dis que moi, je lançais les campagnes de Noël en septembre, si les salons ont lieu aussi en octobre-novembre, c'est parce que c'est la période où les gens viennent séjourner, viennent commencer à réserver leur séjour, sont à la recherche des bons plans, etc. Le Black Friday, notamment, qui arrive, c'était une des périodes fortes, etc. Donc, l'office de tourisme a ces données-là. Si vous avez si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. Et sur ça, il y a un très bon bouquin, si vous voulez regarder, ça s'appelle The Mum Test. Si vous l'avez lu, qui est un bouquin très simple à lire, le test de maman, Ouais. pour tout ce qui est comment interroger les gens, questionner les gens pour aller avoir de l'info et notamment pour être assez focalisé sur le problème et sur les gens et pas sur Son offre. la solution et notre projet. Parce qu'en vrai, comme moi, si je pose la question, déjà, si je dis que mon projet il est bien, tout le monde te dit oui. Enfin, en gros, c'est pour éviter tous les biais qu'il y a à interroger des amis, des gens, etc. Et justement, pour faire gaffe à ce qu'ils disent. Typiquement, moi, si je demande est-ce qu'il faut que je mette un sauna, est-ce que c'est une bonne idée, tout le monde va me dire oui, c'est génial, mets un sauna chez toi. Et en vrai, personne ne va l'utiliser. on sait que ou il l'utilise pas, ou il l'utilise une fois 5 minutes et plus après du séjour. Tu vois. Et du coup, c'est plein de petites techniques, mais c'est hyper simple à lire en quelques heures.
assez bien foutu pour effectivement les interroger que sur le problème et pas sur la solution et pas leur C'est dire moi je veux effectivement de ne mettre pas ça. Enfin les voilà. influencer. C'est effectivement de ne Pour pas pas justement les influencer. influencer et Ouais. pour être sûr que tu résous un problème chez eux et que t'es pas. T'essaies pas de pousser Bon. toutes les fonctionnalités de ton offre, ouais, effectivement. C'est le gros problème, c'est qu'on a déjà notre projet qui est construit et on a tendance à vouloir le mettre en avant et faire en sorte que les gens valident ce projet. Sauf qu'en fait, Exactement. comme tu dis, c'est plus facile de dire oui que de dire non. Du coup, Puis si c'est des potes ou de la famille, ils vont jamais en plus, ils ouais, diront, ils seront jamais totalement, enfin, c'est ça qui t'explique, ils seront jamais totalement transparents. tout à fait. Donc, Tout à fait. Alors qu'effectivement, rester sur de la question ouverte et de l'interrogation, être en écoute active, en fait, effectivement, sur les sondages, c'est très important. J'ai eu le même problème moi-même quand j'ai fait des enquêtes où je voulais tellement orienter vers là où je avoir cette voulais réponse. aller. Et ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est complètement biaisé. Du coup, j'ai arrêté de les faire parce que je me rendais compte que j'étais pas en mesure, j'étais pas en capacité de finalement laisser les gens plutôt me dire leurs besoins ou en fait, je voulais pas l'entendre. C'est même pire, c'est que je voulais pas entendre la réponse parce qu'elle ne me convenait pas, c'était pas mon business plan. Et finalement, j'ai quand même fini par réadapter mon offre, mais ça, effectivement, il y a un travail à faire sur être capable d'écouter les remarques des autres et de pivoter sur son offre, en fait. C'est ça aussi. C'est surtout ça la difficulté quand on a un projet, c'est de se dire: «J'ai ça en tête». Bah, typiquement, tu prends l'exemple du sauna. Moi, je voulais absolument un sauna, mais personne n'en veut finalement, mais je vais quand même le mettre parce que moi, je veux un sauna. Non, en fait, peut-être que les gens, ils veulent juste un bain norvégien, c'est pas pareil et c'est mieux et là, il y aura plus de monde dedans. Voilà, par exemple et Carrément. et c'est vrai que de pivoter et c'est pas évident. C'est pas évident du tout. On continue sur l'étape 3. Ouais. Donc quel type de contenu on va leur proposer à ces voyageurs qui sont notre cible idéale? En termes de contenu, il faut connaître les 3 types de contenus en fonction qui correspondent, en fait, aux différents parcours du client. C'est-à-dire qu'un parcours client, je vous ai remis dans le guide à chaque fois dans le guide, en fait, il y a des liens, vers les articles que j'ai déjà les sujets que j'ai déjà traités au travers d'autres articles. Donc à chaque fois, vous pouvez toujours retourner voir un peu plus de détails, ou écouter l'épisode si vous préférez, écouter l'épisode de podcast et donc le parcours client, pour rappel, dans son cheminement, la première chose quand on prépare un séjour, je pense que vous serez tous d'accord, c'est qu'on n'est pas à la recherche, tout de suite d'un hébergement parce qu'on ne sait pas où on va. Donc la première chose, c'est déjà se dire: «Où est-ce qu'on part?» Donc la première chose, c'est chercher une destination et après, quand on a cherché une destination, quelles sont les activités? Et une fois qu'on a trouvé qu'il y avait assez d'activités qui nous intéressaient à faire sur place, bon, bah, maintenant je me vais m'intéresser à l'hébergement. Donc on se rend compte qu'en tant qu'hébergeur, on arrive déjà qu'en 3e position dans le parcours de recherche du client. Ce qui veut donc dire que si on veut être déjà dans son esprit, bah, ça veut dire qu'il faut être présent sur les 2 premières. Même si elles ne nous concernent pas directement, même si on n'est pas prestataire d'activité, même si on n'est pas office de tourisme, bah, en fait, vous devez jouer ce rôle-là. C'est-à-dire que vous allez devoir jouer ce rôle comme un office de tourisme de conseiller en séjour et donc lui donner envie de venir vous voir, enfin de venir découvrir la région, lui, donner envie de tester des nouvelles activités et cetera. Donc en fait, ces 2 étapes-là en amont du parcours client, elles sont vraiment importantes et c'est se dire: «C'est pas parce que vous allez faire des super photos de votre hébergement qu'il va tomber sur vous». Parce qu'il tombera pas sur vous, parce qu'il sera pas à ce mo en il va pas chercher ça, en fait. Par contre, quand vous êtes hébergeur et que vous partez faire de la rando ou que vous, partagez, via une vidéo immersive d'une super activité de luge d'été, par exemple, bon, bah, ouais, ça, c'était sympa et la personne qui voit la vidéo, elle se dit: «Mais c'est ouf, où est-ce qu'on peut faire ça?» Bon, bah, OK, elle se rend compte et puis, en fait, elle s'abonne à votre compte et en fait, elle réalise que, à la base, en fait, vous êtes hébergeur et qu'en plus, vous proposez donc, un hébergement à côté de ces activités-là. Donc ça, gardez bien le parcours client en tête et aux différents types de contenus, plus on avance dans le parcours client, plus les contenus changent. C'est-à-dire qu'on est d'abord sur des contenus, ce que j'appelle inspirationnels. Donc là, c'est des photos un peu waouh de la destination. Donc là, c'est plutôt voilà, donner envie de découvrir la région. Là, on est vraiment sur du paysage. On est sur de la neige, par exemple, pour une station de ski. On est sur de la photo de bord de mer. On est de l'évasion du rêve. Ensuite, on est sur tout ce qui est un peu plus pédagogique ou éducationnel, c'est-à-dire le saviez-vous? Et là, on est un peu plus sur savez-vous que chez nous, on peut faire ça? On peut li on là, on peut faire part de toutes les activités.
Là, vous êtes vraiment en mode guide dans cette partie-là, guide touristique. Et les contenus pratiques, là, on est clairement sur tiens, j'ai testé tel resto pour vous, j'ai testé telle activité pour vous. Quand vous venez chez moi dans mon hébergement, sachez que je suis équipée comme ci, comme ça, etc. De temps en temps, des contenus pratiques, ça permet aussi de répondre à certaines interrogations. Et dans le travail que je vous demande de faire dans le guide PDF, c'est de lister 4 ou 5 thématiques phares qui vont revenir régulièrement dans votre stratégie de contenu. C'est-à-dire des catégories comme pour un blog. En fait, si demain vous décidez de faire un blog, quelles sont les 4-5 thématiques phares de votre blog? Je vous en ai listé quelques-unes. Vous pouvez les garder ou pas les garder. C'est-à-dire que j'ai mis une catégorie qui est plutôt storytelling, c'est-à-dire où vous allez raconter votre histoire. Donc là, on est vraiment plus sur votre vocation, votre mission, pourquoi vous avez créé ça, quel est votre pourquoi, en fait, ce qu'on appelle le pourquoi. Ça peut être une des thématiques qui permet en fait de mieux vous connaître et mieux connaître votre philosophie. Il y a la partie tester et approuver. Donc là, on est dans le contenu pratique, c'est j'ai testé tel restaurant ou j'ai testé telle activité. Il y a la catégorie, qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme catégorie ce jour où et après, c'est des contenus plus pédagogiques. Il y a le saviez-vous, typiquement. Le saviez-vous, ça peut être des infos sur la région. En fait, saviez-vous que tel château, blablabla. Donc là, on est peut-être plus un peu dans le contenu un peu guide touristique. Voilà. En tout cas, essayez d'avoir 4-5 thématiques phares qui vont en fait vous permettre de jongler et varier vos types de contenus pour que ce ne soit pas toujours les mêmes types de contenus. Ça peut être vraiment intéressant. Et faire connaître votre région. Pensez vraiment, gardez en tête, c'est faites connaître votre région, faites connaître son savoir-faire, faites connaître les producteurs, les artisans locaux, faites connaître les restaurateurs, etc. Mettez en avant vos partenaires ou vos futurs partenaires. C'est aussi l'occasion d'aller décrocher des partenariats quand on les met en avant. C'est aussi une des techniques pour aller chercher un resto qui est pas loin avec qui vous avez envie de faire un deal. Et en le mettant en avant déjà sur vos réseaux sociaux, sur vos contenus, et d'aller voir ensuite en disant: «En fait, j'ai fait un petit, post sur toi, parce que j'ai bien aimé quand je suis venue la dernière fois. Est-ce que, il y aurait possibilité, quand mes clients viennent chez toi, qu'ils bénéficient, d'un apéritif offert?» par exemple. Et ça, c'est des petits deals qu'on peut aller, négocier avec nos partenaires locaux. Les différents formats de contenu qu'on va produire, ça, c'est propre à vous. C'est-à-dire format égale photo, vidéo, carrousel, de slides, vidéo immersive, podcast, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des citations, des témoignages. Vous pouvez varier les formats. Vous n'êtes pas obligé de choisir un seul format et de devoir vous y tenir. Le plus souvent, notamment sur Insta, on voit souvent plutôt photo avec légende, mais avec le format Reel, du coup, on est plus sur de la vidéo. Mais la vidéo peut aussi être en fait un assemblage de photos. Donc c'est pas ça, l'un peut aller avec l'autre. On peut aussi faire des carousels de slides, donc on peut poster jusqu'à 10 images sur Instagram, par exemple. Donc ça peut être des carousels ou ça peut être des photos avec légende avec du texte dans la photo. Choisissez différents formats et essayez du coup de garder ces formats-là, parce qu'en fait, vous allez vous préserver du temps en gardant toujours des modèles de format que vous allez reprendre régulièrement. C'est mon cas notamment. Sur Instagram, j'ai différents types de formats que je réutilise régulièrement et ils sont en fait, c'est des modèles que j'ai déjà faits et notamment où il y a ma charte graphique. On retrouve mes couleurs, ma charte et du coup, en fait, j'ai juste à venir, remettre à jour à chaque fois pour chaque contenu que je produis. Je reviens là-dessus, sur la partie création de contenu. Il y a un outil formidable et gratuit qui s'appelle Canva, si vous ne connaissez pas encore. Donc Canva, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de créer des visuels avec plein de modèles qui sont mis à disposition et du coup qui sont plutôt sympas et qui vous évitent de perdre du temps si vous n'êtes pas habitué à la création d'images. Du coup, canva.com, c'est vraiment un superbe outil. Même dans sa version gratuite, on peut vraiment, vraiment avoir beaucoup de possibilités. Et ce qui est très, très intéressant avec Canva, c'est qu'en fait, si vous êtes présent sur différentes plateformes comme Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, vous pouvez, Canva propose des modèles au bon format. C'est-à-dire que vous serez toujours au bon format pour la plateforme. Et ça, c'est pas rien parce que notamment Instagram a tendance à réduire la qualité quand la photo est trop grande, par exemple. Et du coup, en fait, ça devient une photo toute floue.
et du coup, en fait, vous perdez en qualité. Donc, respectez bien les formats de chaque plateforme et ça, c'est long à faire au départ et Canva ayant fait des modèles au bon format, en fait, vous êtes sûr que la qualité sera respectée. Ensuite, identifiez bien tous les sujets qui intéressent votre client idéal. Ça revient à l'étape précédente, c'est-à-dire faites des sujets que vous allez pouvoir traiter dans la catégorie, par exemple, les freins, les peurs, les douleurs, tout ce qui m'empêche ou toutes les idées reçues que j'ai quand je prépare mon voyage, quels sont mes freins ou mes douleurs, donc, mais aussi quels sont mes rêves, mes envies. Tiens, je rêve de survoler tel massif en ULM. Bon, voilà, mettez en avant un prestataire chez vous qui propose ce type de prestation, par exemple. Et puis les besoins, c'est autre chose, c'est des besoins d'ordre pratique en général. J'ai besoin d'avoir une place de stationnement devant le logement. J'ai besoin de pouvoir rentrer de manière totalement autonome parce que je sais que je vais arriver à 22h, des choses comme ça. Ça, c'est aussi des infos des sujets sur lesquels vous allez pouvoir lever toutes les incertitudes grâce à vos contenus. D'ailleurs, ces sujets-là, vous pouvez, sur votre futur site internet, les mettre dans une foire aux questions. Ça vous évitera à chaque fois de devoir répéter plein de fois la même chose. Mais aussi, quand on vous posera la question, par exemple en message privé ou par email ou par téléphone, d'envoyer vers un lien où la plupart des réponses sont déjà répertoriées. Et en plus, ça vous fait gagner en référencement naturel d'avoir une foire aux questions. Ça va jusque-là? Je ne vais pas trop vite? Ok. Non, Bon. non, très clair. Alors, là, je vous ai mis un petit exemple, c'est mon index des contenus, ça. En fait, une fois qu'on a fait tout ce travail, où on a listé plein de sujets, l'idée dans l'étape où je dis identifier tous les sujets, c'est de prendre une page blanche et de mettre tous les sujets en vrac, à partir des douleurs, à partir des rêves, des envies. C'est de tout mettre en vrac et de les garder et en fait les indexer dans un fichier Excel et ensuite de les répartir par catégorie. Ça vous fait un index de contenu et ça vous permet d'aller piocher en disant, comme je vous disais, de varier, c'est-à-dire les thématiques une semaine sur deux, ou une fois par mois, ça va être la thématique, le saviez-vous, une autre fois, ce sera, je vous parle de moi, de mon projet, de mes travaux, de pourquoi ça me tient à cœur de proposer quelque chose adapté aux familles, etc. Et une autre fois, ça peut être un resto que j'ai testé. Donc, l'idée, c'est de varier, varier, varier. Et du coup, en ayant cet index des contenus, du coup, vous allez piocher les idées, mais en plus, du coup, ça va vous permettre de voir ce qui a déjà été fait et ce qui reste encore à faire. Alors, pour le fichier Excel, en fait, j'ai finalement, dans le guide PDF, je vous explique comment le faire. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, je suis sympa, je vous le fais, en fait. Je vous ai fait le modèle Excel. Comme ça, vous avez hop, je suis en train de me dire que vous ne le voyez pas, mon Excel, là. Attendez, hop, je reviens. Hop, je reprends le fichier Excel, là. Donc, en fait, je vais vous envoyer avec le replay le lien de téléchargement vers ce fichier Excel. Il est à remplir. En fait, il est préparé. Dans le guide PDF, je vous ai dit, faites un fichier Excel, il y aura telle colonne, etc. En fait, je vous l'ai fait. C'est pas que j'ai pas confiance en vous, mais je me suis dit qu'on aime bien quand on nous prémâche le travail. Alors, je suis sympa, je vous l'ai fait. Je crois que Romain, il aime bien quand je lui prémâche le boulot comme ça. C'est bien. Donc, en fait, je vous le présente comme ça, je vous montre comment l'utiliser. Onglet numéro 1, c'est là où vous allez lister donc, tous ces fameux sujets et les thématiques phares. Donc, ce que je vous ai mis en avant tout à l'heure, les différents exercices à réaliser, en fait, ce sera là-dedans. Donc, en rappel, quelle est votre cible principale? Donc, ça vous permet vraiment de dire, je cible cette catégorie-là. Vous pouvez rajouter une ligne cible secondaire. Rajouter une ligne cible secondaire, ça peut être par exemple les entreprises. Dans ton cas, Romain, qui n'est pas forcément la cible principale sur laquelle tu vas communiquer, mais par contre, qui reste quand même une cible que tu veux attirer. À voir si tu veux la traiter ou pas dans ta stratégie de contenu, c'est assez libre à toi. Donc, on renseigne tout ce qui est en jaune, de toute façon, c'est ce que vous allez devoir renseigner. Les 4-5 thématiques phares, vous les renseignez ici. Et là, listez tous les sujets qui peuvent intéresser. Donc, en vrac, comme je disais, ça peut être donc des freins, les peurs, les douleurs, les rêves, les besoins. Et là, vous pouvez lister. Je vous ai mis quelques exemples là. C'est juste pour avoir une idée de ce à quoi j'attends.
Ça pouvait être des phrases que vous mettez entre guillemets, les phrases que votre voyageur a tendance à se dire, ou les idées reçues qu'il a, ou ce qu'il pourrait vous dire à l'oral, en fait. Étape 3, répartir ces sujets suivant le parcours client. Ça, ce sera dans l'onglet suivant. Et associer à chaque fois, à chaque sujet, un type de contenu. Est-ce qu'on est dans l'inspirationnel? Est-ce qu'on est dans le pédagogique ou le pratique? Ce que je vous ai expliqué il y a 2 minutes. Du coup, on bascule sur l'onglet suivant, donc l'index des contenus. J'ai préparé les listes déroulantes. Donc, l'objectif de ce type de contenu, est-ce que c'est de gagner en visibilité? Est-ce que c'est de convertir tout de suite? Ou est-ce que c'est de fidéliser? La plupart de vos contenus seront à objectif visibilité. Vous verrez que tout à l'heure, je crois que je l'ai mis. Le bon ratio pour moi, quand on est en contenu et qu'on est loueur saisonnier, c'est d'essayer de miser sur un ratio de type 80% de contenu destiné à la visibilité et 20% destiné à la conversion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez effectivement quand même parler de vos offres, vous allez parler des réservations. On voit beaucoup sur les réseaux des partages de posts où les hébergeurs font part des dernières dispos. Et ça convertit effectivement parce qu'il y a ce côté peur de manquer, peur de rater l'occasion. Et du coup, voilà, ça, c'est des contenus de conversion. Donc, essayez de garder cette notion de plutôt 80-20, 80 visibilité, 20% conversion, pour ne pas être tout le temps le panneau publicitaire, pour ne pas être tout le temps dans l'offre, dans la promotion constamment. Parcours du client, donc liste déroulante. Est-ce que la personne, à ce moment-là, elle est dans la préparation de séjour, ou est-ce qu'elle est sur place, ou après, est-ce qu'elle est dans après son séjour? Parce qu'on peut continuer à garder le lien avec quelqu'un qui est parti parce que elle n'aura peut-être pas tout fait, elle n'aura peut-être pas tout testé. Et du coup, notamment sur tout ce qui va être activité, etc., on peut quand même s'adresser à quelqu'un qui est déjà parti et lui dire la prochaine fois, quand tu reviens, tu pourras essayer ça aussi. Donc, quand on s'adresse à une clientèle, ça peut être quelqu'un qui n'est pas encore venu ou quelqu'un qui ne l'a pas fait, notamment sur une activité. Et donc, dire c'est l'occasion de venir la tester de nouveau. Ou alors, c'est parce qu'il y a une nouveauté aussi qui est arrivée sur la destination. Un nouveau centre de bien-être, par exemple, qui s'est ouvert dans votre région. Et donc, dire c'est l'occasion de revenir pour le tester, pour le découvrir. Donc, la catégorie, est-ce qu'on est dans les freins, les douleurs? Est-ce qu'on est dans les rêves, les envies, les besoins pratiques? Et là, vous allez mettre tous les sujets que vous avez identifiés et donc les catégoriser sur les colonnes précédentes. Jusque-là, il n'y a pas de piège. Et j'ai rajouté une colonne recyclage possible. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est comment vous allez pouvoir recycler cette idée de sujet. Et troisième onglet de ce fichier, c'est votre planning de publication. En fait, là, je rentre dans l'étape numéro 4, qui est le planning de publication, où je reprends à peu près tout ce que j'ai dit avant. Donc, les thématiques, les types de contenus, le format, est-ce que c'est de la photo, de la vidéo, un article de blog, un carrousel, etc. Vous pouvez rajouter après plus de formats si vous le souhaitez, mais je pense que j'ai listé les plus classiques et les plus récurrents. Le sujet, on le retrouve là. Et il y a plus de colonnes. C'est, quand vous préparez votre planning de publication, si vous le faites sous Excel, pour démarrer, je pense que ça suffit, un Excel. C'est le sujet à traiter, donc qu'on reprend. Et en fait, la description. Qu'est-ce qu'il y a, en gros, raconter un peu ce qu'il va y avoir dans cette publication, de quoi on parle, une sorte de mini-plan, un peu le détail, le détail de ce sujet. Et un peu la checklist de tout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des liens utiles à partager, est-ce qu'il y a des mentions d'autres comptes qui sont importantes, notamment Office de tourisme ou la marque d'un partenaire, ou le prestataire d'activité si vous présentez l'activité, etc. N'oubliez pas de mentionner quand on fait appel, quand vous êtes dans les contenus de type inspirationnel, vous faites la promotion de la région, mentionnez tous les acteurs institutionnels, Office de tourisme, région, comité départemental, etc. Parce que c'est des comptes qui sont plutôt friands d'avoir des contenus d'autres utilisateurs et qui souvent les repartagent. Et en termes de visibilité, c'est super intéressant, comme c'est des comptes qui ont une grande notoriété, qui ont beaucoup de followers, d'être repartagés par ce type de compte, c'est malin, parce qu'en fait, vous allez gagner beaucoup de gens qui vont venir sur votre compte grâce à ce repartage. Donc l'objectif, quand on veut gagner en visibilité, c'est de donner envie à d'autres comptes de nous repartager.
et en les mentionnant, on y arrive facilement. Vraiment l'exemple de l'office de tourisme et l'exemple du comité régional, du comité départemental du tourisme, c'est vraiment des comptes qui font beaucoup de curation de contenu et donc qui ont leur propre hashtag. Donc ils vont souvent repérer les contenus via ce hashtag-là. Moi, c'est ce que je faisais en tant que CM, hein. J'allais sur le hashtag de la destination, je regardais ce que les gens avaient publié et ça m'arrivait de temps en temps de repartager des photos qui n'étaient pas les miennes parce que sur le moment, elles sont waouh et que c'est très bien et que ça met en plus en avant des amoureux de la destination. Donc, en tant qu'hébergeur, pensez-y, c'est comme ça que vous gagnerez des followers. À savoir qu'on m'a toujours dit que quand je repartageais des publications d'autres utilisateurs, quand je discutais avec eux, ils me disaient: «Ah ouais, mais quand tu m'as partagé l'autre fois, même en story, les curieux vont toujours aller voir le compte et ils s'abonnent.» Et quand j'étais CM donc pour le Dévoluy et que je repartageais des stories d'autres utilisateurs, notamment au ski par exemple, ils me disaient à chaque fois: «Punaise, j'ai gagné 10-20 comptes d'un coup, 10-20 followers.» Donc ça fait vraiment son effet et en plus de ça, vous pouvez petit à petit devenir un ambassadeur aux yeux du CM de ces comptes-là, qui va se dire: «Ah tiens, ce compte-là, il poste régulièrement des contenus. En plus, il est pas toujours en train de parler de son hébergement, c'est chouette, il met plutôt la région en avant, ça me plaît.» Et du coup, régulièrement, en fait, il va s'abonner à vous et il va se dire: «Tiens, à chaque fois, est-ce que je peux repartager? Oui», et cetera et ça crée un lien et du coup, de manière régulière, vous allez rentrer dans son petit réseau de relais, de comptes à suivre et de relais. Typiquement, moi, clairement, j'avais 15 comptes sur lesquels je m'appuyais régulièrement et j'avais même plus besoin de leur demander si je pouvais repartager. Ils m'envoyaient derrière après leurs photos par mail si j'avais besoin des photos en qualité, et cetera. Voilà et du coup, j'avais mon petit pool d'ambassadeurs que j'aimais bien, surtout quand j'étais en vacances. C'était bien pratique, je m'appuyais sur eux. Donc vraiment, il y a un rôle à jouer pour gagner en visibilité là-dessus. J'insiste vraiment parce que ce serait dommage de passer à côté. Je reviens sur le planning de publication. Donc, dans mon planning, forcément, j'ai une date de publication à programmer. Son état d'avancement, est-ce que c'est lancé? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est programmé? Est-ce que c'est en ligne? C'est terminé? Et ça, c'est pour les statistiques. Il y a 3 dernières colonnes que je vous ai rajoutées. C'est pour l'analyse des statistiques. Donc, une analyse sur l'audience, c'est-à-dire combien de followers vous aviez le jour de la publication. L'interaction, donc c'est-à-dire c'est le nombre de j'aime, de commentaires, et cetera, que vous avez eu. Ça, vous l'avez dans les stats par publication, hein, dans Instagram ou dans Facebook. Ces stats, elles existent déjà. Sauf le nombre de fans le jour de la publication, ça, c'est à vous de le relever. Et ce qu'on appelle l'engagement, qui est le rapport entre l'interaction versus sur l'audience. Et donc, c'est un taux et un taux d'engagement. Alors, quand on a une faible communauté, une communauté qui est pas encore, qui est pas encore à 10 000, on va dire, le taux d'engagement, en général, il est élevé. Mais plus on a une communauté qui s'agrandit, plus l'engagement devient faible parce qu'on n'a pas, quand on a 50 000 followers, on n'a pas 50 000 likes sur ces publications. On voit souvent que les comptes qui ont 50 000, ils ont plutôt 1 000, 2 000 j'aime, alors que quand quelqu'un qui a 10 000 followers, il va avoir facilement 500, 600 j'aime, mais le taux d'engagement, du coup, sera meilleur. Mais c'est normal, c'est un effet, c'est une courbe qui diminue en fonction du nombre de followers. Ça, c'est normal. Mais du coup, ça permet surtout d'analyser quels sont les types de contenus qui ont le mieux marché en rapport avec l'engagement. Et du coup, ça vous donnera envie, peut-être que c'est les contenus de type storytelling où vous parlez de votre vocation, de votre projet qui marche le mieux. Bon, à ce moment-là, si c'est ça qui marche le mieux, il faut y aller. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller tout le temps, mais peut-être en distiller plus souvent que ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc, c'est un peu rébarbatif à chaque fois, c'est le problème des stats, mais les stats permettent de finalement être plus fin dans ce que vous avez à proposer et que ça réponde un peu plus à ce que les gens aiment. Vous allez vite le voir de toute façon, hein, quand vous allez présenter peut-être des activités, c'est peut-être ce qui va le mieux marcher, ou alors juste du paysage waouh, c'est peut-être ce qui va le mieux marcher, et du coup, ça vous incitera à aller un peu plus vers ça. Donc ça, ce fichier, il sera disponible en téléchargement, je vous donnerai le lien, et ça, c'est quelque chose que vous pourrez donc mettre en place tout de suite. Moi, personnellement, je n'utilise pas Excel. J'ai commencé avec un Excel au démarrage, mais maintenant, je n'utilise pas ça du tout. Tac.
ouvrir ça. Hop. Est-ce qu'il s'ouvre? Hop, je reviens. J'essaie de voir si ça s'ouvre. Je voudrais vous montrer un outil que j'utilise qui n'est pas... Voilà, il est là. Est-ce que vous connaissez Trello comme outil? Ça vous parle? Ouais, moi je connais. Après, moi je suis passé sur Notion. Toi, t'es Et Notion. j'avoue, Ok. c'est pas mal. Mais ouais, Trello, c'est cool, hein. Ça marche bien aussi. Et ben voilà, moi, mon calendrier de publication, il ressemble à ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai des types de publications le lundi, le mercredi et le vendredi. Ça, c'est mes thématiques, en fait, mes différents types de contenus. C'est-à-dire que tous les mercredis, c'est un article de blog qui sort. Là, c'est tout ce que j'ai déjà programmé qui va sortir. Et une fois qu'ils sont sortis, je bascule la fiche là-dedans, quoi, dans la partie en ligne. Et puis, j'ai la liste de tous mes prochains lives, ou tous ceux qui sont déjà passés et les prochains, avec cette notion. Ce qui est intéressant, c'est les checklists. Quand je vais sur une fiche, j'ai des checklists et je vais peut-être trop vite là. Voilà. Je sais tout ce que j'ai à faire et j'ai mes checklists, notamment sur un sujet. Est-ce que j'ai fait le contenu? Est-ce que j'ai le visuel? Est-ce qu'il est en ligne, etc. Ça peut être une checklist. C'est plutôt pas mal et c'est agréable à traiter, notamment sur l'appli mobile aussi. Du coup, c'est pratique de pouvoir avoir la vision sur l'appli mobile. Allez, je reviens sur mon Bastien, tu vas partir, non? C'est ça? Ah ouais, je vais y aller. D'accord. Bonne Je reviens journée. là. Merci d'avoir. Je voulais te dire au revoir quand même, en fait, c'est pour ça. Ah ouais, je voulais pas te Merci en tout couper cas. non plus. Merci d'avoir participé et tu auras le replay de toute façon. J'attends avec impatience. Ok, super. J'espère que ça a répondu à quelques questions que tu avais peut-être. Ouais, super. D'accord. Bonne Merci à journée à toi. vous. Merci. Bonne Salut, continuation. Au Bastien. revoir. Du coup, Romain, on reste solo. Je suis étonnée parce que il y en avait deux qui m'avaient dit qu'ils allaient venir. Je les ai pas vus, donc j'espère que c'est pas le. Ouais, c'est ça Enfin, qui est dur. Au début, c'est en fait, c'est des gens toujours qui sont là depuis le début, donc bon, c'est pas très grave. De toute façon, je sais qu'ils récupéreront le replay parce qu'ils étaient inscrits de toute façon. Alors, où est-ce que j'en étais? Mon PDF, voilà. Et Bastien, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter quoi, lui? En fait, il est plutôt là en observateur, c'est que il va créer enfin, il se pose la question de créer ou pas. Il voulait surtout voir, je pense que là, il voulait plus des partages d'expérience. Bon, il l'a peut-être pas eu, mais plutôt se poser la question, est-ce que je me lance dans la location saisonnière ou pas? Et qu'est-ce que je vais devoir faire si je me lance dans la location saisonnière? C'est surtout quelles sont toutes les tâches que je vais devoir mettre en place quand je me lance. Et je pense que D'accord. c'était plus sur l'observation. Hop. Je termine juste et on arrive sur la fin de toute façon. Et après, comme ça, si tu as des questions, oublie pas, dis pas de bêtises parce qu'on a enregistré, hein, Romain. Très bien, très bien. Les dernières étapes, donc établir son planning de publication, je viens de le présenter. Et je parle du recyclage de contenu et le batching. Est-ce que recyclage de contenu, ça te parle? Ouais, carrément. Ouais. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que tu as créé ton contenu principal, un article de blog ou un post sur une publication, etc., rien ne t'empêche de le réutiliser plus tard sous d'autres formats, de le retraiter, en fait, sous d'autres formats, soit un carrousel, soit une citation, soit une vidéo, soit une story, soit tout ce que tu veux. L'idée, c'est que le Même les sujet, dates tu le anniversaires, ça reprennes. marche bien aussi. Oui, aussi. Et vraiment, ça peut être aussi selon si tu fais par exemple des articles de blog, tu peux aussi faire des extraits, en fait, des extraits de l'article ou le découper en sous-sections. Et du coup, ça te fait plusieurs contenus. Un article de blog, si tu te donnes la peine de faire un article de blog, peut-être que tu vas dire une fois par mois, je fais un article de blog. Et bien, en prenant plusieurs sections, ça peut te faire un contenu par semaine. Tu fais 4 extraits et ça te fait 4 contenus, quoi. Et ça, c'est du recyclage de contenu aussi. Et puis, du coup, la technique du batching, ça, c'est pour garder de la régularité parce qu'il est important, une fois que tu t'es fixé une fréquence de publication, de la maintenir au maximum. Parce qu'au moment où tu vas commencer à relâcher, c'est plus dur d'y revenir, on va pas se mentir. Et du coup, petit à petit, tu seras moins présent, etc. Parce que tu vas être pris par autre chose, par ton activité, tout simplement. Et l'idée, c'est
justement pas attendre la dernière minute, comme tu as vu sur mon calendrier à moi. Moi, j'ai toujours minimum 1 mois et demi d'avance de contenu. Comme ça, il peut y avoir n'importe quel imprévu, c'est pas grave, le reste tourne. Le reste continue de tourner. Je sais qu'au moins ma présence, et ma visibilité, restent maintenues, malgré tout ce qui peut me tomber dessus. Typiquement, comme tu le sais, je vais accoucher bientôt et il était hors de question pour moi que, ça reste, pendant 2 mois, complètement vide. Donc en fait, justement, je suis en train de le mois qui arrive, j'essaie de booster pour avoir de quoi tenir jusqu'à, début février, jusqu'à mon retour de congé mat, quoi. Donc l'idée, c'est ça, c'est de s'enlever de la charge mentale, en fait, quelque part aussi. Et du coup, le batching, c'est de se faire des sessions où, tu vas déjà découper chaque mission, donc chaque création de contenu, tu vas la découper en tâches et tu vas en faire 4 d'un coup, par exemple. Vraiment, le principe du batching, c'est ça, c'est, tiens, j'ai 4 sujets à traiter, les 4 prochaines publications, il faut que je les traite. Plutôt que de les faire une par une, où tu risques de perdre beaucoup plus de temps, c'est de faire la même tâche qui incombe à ces 4 sujets, d'un coup. Exemple, quand j'ai dit, tiens, déjà trouver les 4 sujets. Étape 2, c'est, faire le mini plan et en fait, c'est ça voilà, chaque étape, tu le fais pour les 4 d'un coup. Après, c'est rédiger d'un coup, après, c'est créer les visuels d'un coup et après, c'est les programmer d'un coup, mais 4 par 4 et au moins, ton cerveau, tu ne switches pas à chaque fois. Tu vois, tu fais pas tout un sujet d'un coup, tu changes d'activité et tu reviens et cetera. Parce qu'en fait, de switcher, c'est finalement, tu perds en général un tout petit peu plus de temps. Et donc, le batching, c'est vraiment quelque chose qui te permet de gagner du temps au final et en le bookant, en le calant dans ton agenda, tu sais que le lundi, parce que tu sais que chaque étape tu vas estimer la durée en ayant fait au moins une fois. Tu vas estimer la durée, tu sais que l'étape de je choisis des sujets et j'en fais 4 plans. Ah ouais, ça va te prendre 2 heures pour 4 sujets max, donc tu te mets 2 heures et puis comme tu as de l'avance, tu sais que tu as un peu de temps et donc sur ta semaine, tu vas pouvoir le répartir, par exemple. Tiens, après-demain, je vais revenir dessus et je vais les réaliser. C'est la partie qui va prendre le plus de temps et puis après, ça va être, bon, maintenant je fais les visuels pour les réseaux sociaux sur Canva et puis, une fois qu'ils sont faits, je les programme. Ça peut être à chaque fois sur des temps différents. Tu es pas obligé de tout faire à la suite. Moi, ça m'arrive typiquement pour les épisodes de podcast, j'enregistre, mais en fait, le montage, je le fais après et puis, la mise en ligne sur la plateforme d'hébergement, elle vient après et cetera. Je le fais pas tout d'un coup, je passe pas des journées entières podcast, quoi. Sinon, à la fin, voilà. Voilà, on arrive sur la fin, le reste, tu connais. Tu peux déjà noter, si tu le souhaites, le prochain café live qui aura lieu dans un mois, le 13 décembre et ce sera sur la notion de référencement naturel pour son site web. Ça, c'est un sujet qu'on m'a pas mal demandé. Il arrive enfin, sous réserve que je sois dispo. Mais normalement, ça devrait être bon à cette date-là et comme les lives, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, j'ai pas envie forcément de le switcher et la date devrait être bonne encore. Tu peux donc déjà Très noter bien. cette date, mais tu l'auras dans le replay. Au pire, je le ferai à la maternité, hein. Je Ah, pas plaisante. facile, hein. Je plaisante. C'est bien parce qu'on a du temps pour une fois. Ceux qui ont l'habitude du live, ils seraient étonnés parce que c'est la première fois que je respecte le timing, que je respecte vraiment bien le timing. Est-ce que tu as des questions? Tu avais parcouru le guide avant ou pas? Non, 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 j'avais pas eu le temps de regarder, mais écoute, c'est un bon récap. Euh, Écoute, non, Parce non, pas que trop de questions. C'est plutôt clair pour moi. Après, les seules questions que j'aurais, c'est vraiment, moi, du coup, je suis dans cette phase-là où j'ai à peu près mis en place ça. Alors, pas de manière aussi précise forcément, mais en tout cas, globalement, on est là-dessus. Et c'est après vraiment toutes les astuces et les petits tips qui permettent effectivement, une fois que tu es là-dedans, d'aller faire grossir ta communauté, ta visibilité, ton taux d'engagement, etc. Donc alors c'est presque, enfin, c'est dans vraiment cette étape-là, mais tu vois, mmh, ce qui est aussi motivant, je trouve, pour garder cette régularité, c'est de voir aussi que ton travail il paye et que tu as tout à fait. forcément Ça, plus je suis d'accord. d'interactions, plus de followers, une communauté qui grossit. Et du coup, c'est toujours plus motivant de créer du Alors il y a contenu et de prendre du temps pour 100 personnes que pour 10.
Ouais. Donc, Tu peux te toutes ces noter quelques phases-là. leviers. Tu peux te noter quelques leviers que j'ai déjà abordés plusieurs fois, mais que je redis, pour gagner justement en visibilité et surtout du coup en notoriété, parce que visible, c'est créer ses propres contenus, mais après, être relayé, c'est donc avoir plus de notoriété. Ce que je disais, c'est d'aller taguer d'autres comptes qui sont susceptibles de nous relayer. C'est ce que je disais avec les offices de tourisme, avec les autres comptes. À partir du moment où tu fais la promotion de la région, de la destination de la région, et que tu fais des contenus qui sont utiles pour eux, en fait, dans leur propre stratégie, en fait, l'astuce, c'est de se dire: «Je suis le CM numéro 2 de la destination» Ouais. et je deviens le CM, en fait, de la destination et du coup, bah, le vrai CM va se dire: «Chouette, j'ai du contenu qui correspond à ma ligne éditoriale que je peux repartager» et du coup, je vais pas m'en empêcher. Privé, quoi. Peut-être pas souvent, Peut-être pas souvent, mais au moins en story et tu verras qu'être relayé en story, ça amène pas mal de followers. Deuxième OK. levier, c'est pour se faire connaître, c'est aussi, de parler de gens, donc de partenaires, d'autres comptes qui ont plus ou moins une communauté, supérieure à la tienne et qui du coup peuvent aussi te relayer parce que, bah, tout simplement, tu as parlé d'un resto, le resto il a un compte qui est plutôt pas mal suivi. Bah, merci Romain d'avoir parlé de nous, via une story. C'est pareil, tu vas gagner un peu de followers et le gros levier aussi que tu dois sans doute connaître, mais pour l'instant tu peux pas encore l'activer, c'est les influenceurs. C'est, effectivement, les concours, les influenceurs ou qui sont venus parce que j'ai envie de te dire le retraité qui vient chez toi, qui va dire autour de lui, «C'est chouette», ça n'a pas la même portée que, l'influenceur qui a, 10-20 000 followers, et qui, partage tout son week-end, tout son séjour chez toi, voilà. Ça, c'est, une étape, je pense que tu l'as quand même déjà en tête, mais voilà, ça, c'est un des gros leviers pour gagner en notoriété, en visibilité, avec à la clé souvent un concours qui est organisé, par l'influenceur et qui te permet, de gagner, là-dessus. Si tu as des doutes sur ça, il y a l'épisode 25 que j'avais enregistré avec Marie du Mas des écoliers, où elle explique, justement ses collaborations avec les influenceurs et elle t'explique qu'en un mois, elle a gagné 2 000 followers. Elle en a Je crois gagné que deux j'avais mille écouté. parce que c'était une influenceuse. Alors attention, j'insiste aussi là-dessus, ça sert à rien d'aller chercher les gros followers, mais plutôt des followers qui sont locaux ou justement, bah, toi, pas loin de Paris, qui, ont à cœur peut-être de parler du micro-tourisme, de dire: «Tiens, moi je suis plutôt, du genre à voyager, autour de chez moi, découvrir ce qui se passe autour de chez moi». Parce que c'est des valeurs aussi, qui sont visiblement les tiennes aussi, hein, quelque part et donc jouer sur, on a des valeurs partagées, j'aimerais bien, te faire découvrir en exclu, la notion d'exclusivité est intéressante aussi, viens tester en exclusivité avec ta famille ou tes amis, partage tout ton séjour, via tes réseaux, c'est le deal. Si la personne a l'habitude de faire des photos, bah, tu les récupères et cetera et voilà, ça te fait et à la fois du contenu et à la fois ça te fait de la visibilité. C'est le levier, on va dire, qui va te faire Ouais, c'est gagner un le max levier de visibilité. ultime. Ouais, ouais. Après, encore une fois, voilà, il faut pas espérer, qu'un office de tourisme vienne faire, une visite chez toi et le relaie sur ses réseaux. Un office de tourisme ne met pas en avant un hébergeur en général. Il y a peu de chance. Il met en avant sa destination avant tout et les activités, rarement les hébergements. Pour autant, c'est un acteur qu'il faut pas négliger dans ta stratégie parce que, sa portée, enfin sa notoriété et sa communauté est bien supérieure à la tienne, en principe. Je dis bien en principe. Ouais, Mais, non, carrément. la question pour toi, qui pourrait se poser dans ton cas, comme on est que tous les 2 là, on peut vraiment faire le point sur toi, c'est de se dire: «Est-ce que tu vises autant, tu vois, des offices de tourisme ou des acteurs, des comptes qui sont, à Paris?» et du coup leur dire: «Et amis parisiens, sachez qu'à seulement 2 heures, il y a ça près de chez nous», pour tous ceux qui veulent aller se mettre au vert et puis il y a ceux qui sont, purement dans ta région. La question, toi, c'est peut-être aller si toi, ta clientèle, elle est plutôt parisienne, en fait, donc tu vas aller chercher plutôt des comptes qui sont plutôt sur Paris, Ouais, moi mais j'ai le CM de
moi, c'est un cas presque particulier où limite, je ne les fais pas rentrer par la destination. C'est-à-dire que moi, j'aurais Oui, gagné mon pari si finalement, ils veulent pas aller, je sais pas quoi, en Bourgogne, dans la Sarthe ou je sais pas où, mais ils veulent aller dans une de mes maisons parce qu'elle est totalement ouais, je comprends. pensée, équipée Mm. pour eux, avec leurs freins, leurs douleurs, effectivement, en tant que parents ou que groupe de potes à 15 avec des galères d'orgas, il faut faire 15 menus, il faut faire la vaisselle, il faut faire 1000 trucs. Et du coup, voilà, c'est plus limite, moi j'essaie de les faire rentrer par le lieu et la philosophie du lieu, presque plus Ouais. que la destination. Ouais, donc vraiment Mais plus sur le néanmoins, côté lifestyle, effectivement, en fait. ouais, plus j'ai tout pensé pour vous, quoi. Il y a, comme tu disais, la table à langer, le lit parapluie, la piscine, elle est sécurisée, j'ai une salle de jeu limite insonorisée. Enfin, il peut Mm, avoir mm, Disney+, mm. enfin, tu vois, penser tout le truc, effectivement, pour les familles, les parents, les groupes, et te dire que le lieu est tellement cool que limite, ils viennent pour le lieu plus que pour la région. Alors après, Ouais, je comprends. ça, c'est sur le papier. Néanmoins, la région a une énorme importance et les activités de la région aussi. Ouais. Mais du coup, c'est un peu les deux, quoi. C'est le lieu et puis aussi me baquer effectivement avec Eh les bien, offices quand même en local, les fermes pédagogiques, les restos et mhm. compagnie pour quand même aller driver aussi en local, quoi. Bah, pour leur dire aussi, vous pouvez sortir de la maison et si vous sortez de la maison, il y a ça à faire pas loin, quoi. Exactement. Ouais. Mais, euh, mais dans ton cas, effectivement, il y a un autre axe que tu peux, un autre levier d'action que tu peux activer, c'est le plan média. Donc, je disais, pourquoi pas tout ce qui est magazine, presse, Mm, dédié justement à cette clientèle-là. Et aller lancer peut-être une stratégie presse autour de, effectivement, tiens, les familles, les amis, etc., donc qui ont des médias spécifiques, et dire, voilà, vous avez envie de, on prend l'exemple de Noël, hein. Bon, là, c'est un peu tard, mais mm, l'exemple pour l'année prochaine, tu vois, l'exemple de Noël, c'est toujours compliqué de trouver un lieu, c'est toujours compliqué de se rassembler tous. C'est mieux d'être dans un lieu neutre où du coup, tu n'es pas chez l'un ou chez l'autre, du coup, tu n'es pas dans sa cuisine, tu n'es pas dans... Voilà. C'est mm. pas forcément celui qui reçoit qui doit tout faire. Voilà. Typiquement, ça peut être aussi sympa de se projeter sur un Noël dans une maison qui va accueillir, où on pourra tout faire en famille, quoi. Parce qu'il y a plein de jeux de Non, non, société carrément. aussi, parce que voilà. Donc, je pense que tu as plein de leviers pour gagner en visibilité qui sont effectivement pas que sur la stratégie de contenu, mais la stratégie de contenu va te permettre quand même d'être relayé par Mm. les autres comptes. Ouais. Voilà. Et puis, de toute façon, il faut avoir tes axes stratégiques comme Alors, ça et c'est ta sûr, ça fait ligne plein de édito choses qui à se tient, faire. quoi. Ouais. Après, c'est sûr, ça fait beaucoup, beaucoup d'actions à mettre en place. À toi de les prioriser en disant est-ce que les contenus, c'est la priorité, et puis derrière, la notion de stratégie presse ou de plan média ou d'aller chercher des partenaires, dans quel ordre tu le mets, Mm. et les influenceurs aussi, mais rien ne t'empêche déjà aussi de commencer à les identifier pour ensuite, après, les contacter en amont, hein, je te dis, de ton lancement, Mm. pour dire, bah voilà, moi je prépare ça, le concept, ça va être ça. Est-ce que tu vas être le premier? Tu vois, tu peux jouer sur cette carte-là parce que l'influenceur, il aime bien être quand même le premier à le tester. Donc, tu peux jouer un peu là-dessus en disant, choisis-le bien et en disant, est-ce que Mm. tu vas être le premier à le tester, le premier à en parler, c'est une nouveauté, tu auras l'exclu, etc. Ça peut être un Carrément. bon argument aussi pour attirer. Est-ce que tu as d'autres questions, Romain? Écoute, non, non, très clair. Bon, désolé pour Merci, les couacs qu'il y a merci eu pour au tout début ça. de la présentation Non, sur le non, pas de partage souci, d'écran. t'inquiète pas. Et puis, donc tout sera dispo dans le replay avec tous les liens de téléchargement, notamment le fameux fichier Excel modèle que j'ai préparé. Il y a l'épisode de podcast qui sort aussi en version solo où vraiment je reprends tout de manière plus concise, on va dire. Et n'hésite pas, de toute façon, si tu as des questions via les réseaux sociaux ou par email, en général, quand tu seras dedans, quand tu commenceras à le remplir, soit tu réécoutes ou soit tu as des questions, tu me fais signe. Ça marche? Carrément. Ça roule. Et du coup, j'espère que le format t'a plu parce que c'est vrai que c'était ta Ouais, non, première non, très participation au sympa. Café Live. Très, très Et cool. puis, le mois prochain, je me souviens plus pour ton site internet. Si, toi, il est déjà en ligne, toi. Et, Non, non, il n'est pas encore en ligne. Je suis en train de le il n'est pas faire là. encore en Moi, je le ligne? fais via un channel manager. Ouais.
Amenities. Et Amenities, exactement. Et non, je suis en train de le travailler, de le peaufiner pour qu'il soit en ligne là, dans les semaines qui viennent. D'accord. Autant le prochain atelier sur gagner en référencement naturel pourrait te plaire du coup. Il sera peut-être carrément. bien calé quand Non, même j'arriverai au bon moment. sur le... Ouais, eh ben, super. Et pour info, Amenities, je vais essayer aussi de les avoir sur le podcast, même si, bon, toi, tu es accompagné par Amenities directement en étant client. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, j'ai de plus en plus d'hébergeurs autour de moi qui effectivement créent leur site via leur channel manager, via cette solution Amenities. Et je pense qu'il est temps effectivement que je leur donne la parole. Carrément. Voilà. Non, c'est un bon moyen de faire. Il y en a d'autres, mais celui-là est pas mal. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir Merci, participé. Yann. Je te dis à bientôt. À très vite, même nous. Carrément, on se tient au courant. À bientôt. Merci, À salut. plus. Ciao, bye bye.